Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, présentent l'info dans le rétro. Vive la France! Devant l'église Saint-Eustache, que deviendra le périmètre des Halles? Il ne s'agit pas en effet d'un espace libre, mais seulement d'un espace libéré. Libérés, que deviendront les pavillons des Halles? Et oui, que deviendront-ils? Trésor architectural du 19e siècle détruit pour laisser la place au Forum des Halles qui vient à son tour de connaître une destruction et sans beaucoup d'émotion cette fois-ci pour laisser la place au nouveau Forum des Halles inauguré il y a quelques jours seulement. C'est toute une histoire de l'architecture et du patrimoine qui se joue au cœur de la capitale dans ce ventre de Paris dont parle Zola. Et nous en parlerons avec Laurent Alberti qui est chef du département Histoire de l'architecture de la ville de Paris. Mais pour commencer ce nouveau numéro de l'Info dans le rétro, partons au Panama et dans les rédactions de quelques grands journaux. Vous l'avez compris, nous allons parler des Panama Papers qui s'inscrivent dans l'histoire du journalisme d'investigation. Mais avant de plonger dans l'histoire, un point sur l'actualité de cette fuite massive de données avec Samia Dechir. Lionel Messi, Vladimir Poutine, Jackie Chan, Xi Jinping. Jusqu'ici, ils n'avaient rien en commun, mais tous sont désormais liés au plus grand scandale fiscal jamais dévoilé. 140 personnalités auraient dissimulé de l'argent dans des paradis fiscaux. Parmi eux, 12 chefs d'État et de gouvernement directement visés, comme le Premier ministre islandais, visiblement très embarrassé hier soir lors de cette interview à la télévision suédoise. Já, þú ert að spyrja mig hluti sem ég ekki einu sinni búin að kynna mér. Plata mig í viðtal og... Un scandale nommé Panama Papers. C'est là qu'est basé Mossack Fonseca, le cabinet au cœur de l'affaire. Spécialiste de la domiciliation offshore, Mossack Fonseca aide ses clients à créer des sociétés écrans pour dissimuler leurs avoirs dans des paradis fiscaux. C'est de là qu'est venue la fuite. 11,5 millions de documents fournis par un mystérieux lanceur d'alerte. Peut-être une grande date dans l'histoire de la presse. Et pour en parler avec moi, Patrick Evenot, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à Paris-Sorbonne, et donc spécialiste de l'histoire des médias. Oui. Est-ce que c'est une date importante? C'est difficile de réagir à chaud pour un historien, mais est-ce que c'est une date importante de l'histoire des médias? C'est une date importante. Je crois vraiment que c'est une date importante parce que le journalisme d'investigation qui prend en compte les alertes des lanceurs d'alerte et qui les exploite et qui fait son enquête et qui, ça a déjà une bonne quarantaine d'années, on va en reparler tout à l'heure. Mais là, c'est véritablement quelque chose de nouveau parce que c'est 107 rédactions réunies au sein d'un consortium international de journalistes d'investigation, 107 rédactions dans 76 pays qui se mettent ensemble pour dépouiller 11 500 000 ou je ne sais pas combien de documents. On est dans la big data, quoi. On est maintenant dans le numérique. Alors vous dites, c'est nouveau. On va voir si le changement n'est que quantitatif ou est-ce qu'il est aussi qualitatif. Alors pour cela, on va plonger dans l'histoire, c'est le principe de l'émission. Oui. Et on va revenir au premier véritable lanceur d'alerte, en tout cas du temps contemporain. On va se plonger en 1971, en juin 1971, et c'est sur l'ORTF, sur la première chaîne de l'ORTF, le journaliste Emmanuel Delataille, qui explique un peu les enjeux. On est donc en juin 1971. En moins de 48 heures, la bombe du New York Times, la publication d'un rapport ultra secret du Pentagone sur l'escalade américaine au Vietnam, a pris l'allure d'une affaire d'État et relance toute la polémique sur la guerre. De quoi s'agit-il ? D'habitude, les pièces à conviction de l'histoire ne sortent, et encore, qu'une fois les passions apaisées. Cette fois-ci, les Américains encore en pleine guerre peuvent découvrir chaque jour dans le New York Times une étude ultra secrète du Pentagone, 7000 pages, sur tout le processus de l'escalade américaine au Vietnam depuis 20 ans. Premier problème qui agite le gouvernement, la fuite de ce document de défense nationale en 15 exemplaires. Le Pentagone a demandé à la justice d'ouvrir une enquête. Deuxième problème, les enseignements de ce document en fleuve. Il montre, preuves à l'appui, comment les Américains se sont enlisés au Vietnam, depuis le président Truman en 50 du temps de la guerre d'Indochine, jusqu'au président Johnson, en passant par Eisenhower et Kennedy. Voilà une fuite relativement massive, hein. C'est pas 11,5 millions, mais c'est quand même 7000 pages
ultra secret défense qui viennent du Pentagone. On peut rappeler un peu les enjeux. On est en pleine guerre du Vietnam. On est en pleine guerre du Vietnam. On est au début du renversement parce qu'on sent bien que les Vietnamiens, quand même, ne seront jamais battus par les Américains. En dépit, et l'opinion publique. Et l'opinion publique qui est en train de basculer. Et donc on est vraiment dans le... Mais ce qui se passe, c'est que c'est un rapport ultra secret. Par rapport à McNamara. Oui, qui a été commandé par McNamara, un cabinet, le cabinet Rand, qui travaille pour la défense, etc. Et c'est un personnage qui l'a fait, donc qui a fait un énorme rapport, qui était diffusé à, je crois, une dizaine ou une quinzaine, 15 exemplaires. Voilà, c'est ça. Donc c'était extrêmement limité. Simplement, ce monsieur, Daniel Ellsberg, a voulu absolument, il a considéré que c'était qu'il fallait informer le public. Parce que c'est ça, la démocratie. Dans une société démocratique, il faut que le public soit informé pour qu'il puisse voter en connaissance de cause. Parce que ça, c'est important. Parce que l'image, on voit donc Daniel Ellsberg, qui est considéré comme le premier lanceur d'alerte. Et le lanceur d'alerte, il ne fait pas ça pour gagner des sous. Non. Il fait ça parce qu'il pense que moralement, c'est bien de le faire. Voilà. Il pense que moralement, c'est bien de le faire, qu'il faut absolument porter à la connaissance du public. Et il le passe par l'intermédiaire des journalistes, parce qu'il considère que les journalistes vont savoir faire le tri. Les journalistes professionnels vont faire le tri, voir si c'est vraiment intéressant, ne pas dévoiler s'il y a véritablement des secrets d'État qui menacent quelqu'un ou des troupes américaines. On peut faire le blackout dessus. Donc, il passe par les journalistes professionnels pour que ce soit révélé au public. Et ce qui est intéressant, c'est que d'abord, il est allé voir des politiques. Ça n'a rien donné, évidemment. Et il est allé voir le New York Times, qui a commencé à publier. L'État a voulu faire interdire le New York Times. Ça a été assez violent, un rapport de force. On parle parfois de quatrième pouvoir pour la presse. C'est véritablement le quatrième pouvoir, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, surtout à cette époque-là, mais même encore maintenant, la presse est extrêmement puissante. Et surtout, il y a le premier amendement de la Constitution américaine qui protège considérablement la presse. Et donc, tout ce qui va avec, les lanceurs d'alerte, les journalistes d'investigation, etc. Sauf que là, Daniel Ellsberg, qui révèle, alors juste en deux mots, il va révéler notamment le fait que depuis très longtemps, les Américains voulaient attaquer au Vietnam, qu'ils cherchaient l'étincelle et qu'ils ont un peu provoqué le Vietnam pour justifier l'intervention militaire. Donc c'est explosif. Mais le fait qu'il ait volé des documents secrets, ça ne permettait pas d'être protégé tout de même. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'il a dévoilé des documents secrets qu'il a plus ou moins volés, sauf qu'il a finalement été innocenté par la Cour suprême des États-Unis quelques années plus tard. Certes, ça a mis du temps, mais la Cour suprême a déclaré qu'il avait eu raison et que c'était pour le bien de la démocratie qu'il avait fait cet acte-là. Alors, c'est aussi lié à une autre affaire, qui est une grande affaire du journalisme américain, qui aussi concerne un lanceur d'alerte, qui est particulier, puisque c'est le numéro 2 du FBI. C'est évidemment l'affaire du Watergate. J'aimerais juste qu'on se la remette un peu en mémoire. On est en 1973, toujours aux États-Unis. Si cette affaire de Watergate a été au grand jour, c'est, on peut le dire, grâce à la presse américaine, et plus particulièrement grâce au journal Le Washington Post. Au début, les reporters du Washington Post n'avaient vu dans cette affaire qu'un fait divers un peu bizarre. Une histoire de voleurs et de gendarmes, comme il en paraît des dizaines dans les colonnes de ce quotidien, l'un des plus influents aux États-Unis malgré son tirage relativement modeste de 500 000 exemplaires. Mais la nervosité que causait leur enquête dans l'entourage du président aurait seule suffi à convaincre les journalistes du Post qu'ils étaient sur la bonne voie. Les pressions sur le Washington Post ont été multiples. Reporters espionnés, journaux concurrents systématiquement favorisés. Le gouvernement a même tenté d'annuler la concession qui permet au Post de compter dans ses actifs une très rentable station de télévision en Floride. C'était l'époque où le vice-président Agnew traitait les journalistes d'impudentes corporations de snobs efféminés. Il quittera le pouvoir après un scandale révélé en partie par la presse. Alors, cette affaire du Watergate, c'est aussi une date très importante, évidemment, qui révèle aussi la puissance de la presse. Oui, alors le Watergate, c'était le nom d'un immeuble. Bon, et c'est devenu un scandale. C'est un immeuble qui abritait le Parti démocrate et où des plombiers, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire des gens, des services secrets, plus ou moins secrets, une officine quelconque, vont cambrioler pour essayer de trouver des documents en perspective des futures élections, etc. Et c'est un scandale parce qu'évidemment, c'est sur ordre. Au début, on ne sait pas de qui, mais bientôt, on s'aperçoit on remonte très vite à la Maison-Blanche. C'est Nixon qui avait des méthodes de voyou, il faut le dire, qui s'est emparé de ça et qui voulait connaître la perspective. Bon, le Washington Post, notamment les deux célèbres journalistes, Bob Woodward et Carl Bernstein, qui
au début, sont un peu réticents et puis après ça, trouvent une source qu'on appelle Gorge Profonde qui est restée secrète pendant plus de 40 ans, jusqu'à sa mort. Et donc, cette source qui les aiguille, etc. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où le journaliste d'investigation, il a une source, il remonte, il tire un fil de la pelote et puis il commence à dévider, il va voir quelqu'un d'autre, etc. Il fait tout le tour et c'est comme ça qu'il aboutit. Et comme aujourd'hui, la source ne suffit pas, parce qu'une seule source ne suffit pas, il en faut souvent une deuxième, et puis surtout, après, il y a un travail énorme. Alors aujourd'hui, 11,5 millions de documents, c'est un travail de mois et de mois de travail. On a entendu les journalistes travailler là-dessus, mais à l'époque aussi. Les journalistes ont mis du temps à sortir l'affaire, ont mis du temps à convaincre même leur direction que c'était un vrai sujet. Bien sûr, et parce que une source, ça ne vaut rien en journalisme, parce que elle peut être intéressée, intellectuellement, financièrement, elle peut chercher à vous manipuler, donc il faut, à partir de la source, essayer de trouver d'autres sources, les croiser, les vérifier, etc. C'est le grand danger de l'investigation, c'est de se contenter d'une seule source ou d'une source qui n'est pas fiable. Oui, et alors l'autre danger, qui est un peu différent, mais qui quand même renvoie aussi à un danger de l'investigation, c'est du côté du lanceur d'alerte de considérer que la presse, elle est inféodée au pouvoir, qu'elle n'est pas véritablement libre, qu'elle ne sera pas la bonne caisse de résonance. Alors là, on va faire un saut dans le temps. Oui. On va arriver en 2010. On va écouter Julian Assange et Wikileaks. Et vous allez voir les propos qu'il tient sur la presse. Il n'est pas d'une grande tendresse avec les journaux traditionnels. Et il a, lui, une autre méthode pour alerter l'opinion publique des dangers, selon lui, qui pèsent sur les grandes démocraties. Julian Assange est un virtuose de l'informatique et il se décrit comme un justicier des temps modernes. Ce jour-là à Londres, le public est totalement séduit par ce faiseur de scoop, un rien prétentieux. Les médias traditionnels font un si mauvais travail qu'un petit groupe d'activistes comme nous est capable de sortir beaucoup plus d'informations que tous ces journalistes réunis. Et voici son arme de guerre, le site internet Wikileaks. Il y publie des documents ultra confidentiels qu'il a décodés, décryptés. Son dernier scoop, 70 000 fichiers classés secret défense sur la guerre et c'est raté en Afghanistan. Inutile de dire qu'au Pentagone, on déteste Julian Assange et les activistes qui l'entourent. Nous voulons qu'ils nous rendent tout. Et nous voulons que toutes les copies soient effacées, supprimées, envolées. Assange répond qu'il ne rendra jamais les documents et il se cache. Donc pour Wikileaks et pour Assange, les médias, ça fait un peu partie de ce grand establishment qu'il convient de contourner. Est-ce que Internet permet de zapper, finalement, permettez-moi l'expression, la presse écrite? Ça permet de zapper, mais on va se retrouver, nous, citoyens, avec des masses de données considérables dont on ne saura que faire. Alors on va piocher quelques bricoles, mais bon, l'avantage du journalisme, et surtout du journalisme en collectivité, comme ils le font avec le consortium actuellement, c'est qu'on peut trier. On peut faire attention à ne pas mettre en cause des gens qui n'y seraient là pour rien. Faire attention à ne pas mettre en cause des personnes qui risqueraient d'être menacées si jamais elles sont révélées, etc. C'est la responsabilité avec la liberté. Est-ce qu'à l'heure justement où on s'interroge vraiment sur le métier de journaliste, parce qu'il y a une horizontalité de l'information, parce que tout le monde peut aujourd'hui, avec Twitter par exemple, balancer de l'information, est-ce que ces affaires comme le Panama Papers, évidemment, ça rend l'importance, ça redonne une forme d'importance civique aussi au journalisme. Oui, bien sûr, c'est l'importance civique du journalisme. Bon, moi, je suis président de l'Observatoire de la déontologie de l'information, donc je m'occupe de ça et on a le public, les journalistes et les entreprises. Et vraiment, on dit, les journalistes font un travail collectif au service de la collectivité. Et publier sur Internet, certes, c'est bien, mais on risque d'avoir des dérives absolument considérables. Il faut des gens qui font le tri. Il faut des gens qui font le tri et qui soient responsables. Patrick Evenot, merci d'avoir été mon invité. Et je rappelle l'un de vos derniers livres, chez Flammarion en 2012, Une histoire de la presse, un livre richement illustré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette semaine, le nouveau Forum des Halles a été inauguré au cœur de Paris, une nouvelle étape de l'histoire architecturale de la capitale. Avant de revenir sur ce que furent les Halles, le projet Canopée détaillé par Sonia Donadé. Son nom a changé. Ne l'appelez plus Forum des Halles, mais la Canopée. 5 ans, 18 000 écailles de verre, une couleur jaune paille, 15 000 mètres carrés en plus, pour un coût total d'1 milliard d'euros. Voilà en chiffres le nouveau visage du Forum des Halles. Une transformation du quartier imaginée par les architectes Patrick Berger et Jacques Anziotti, qui a commencé dès 2011.
avec de nouvelles enseignes, parmi lesquelles 2 brasseries, dont une supervisée par le chef Alain Ducasse. Paris espère attirer des milliers de nouveaux visiteurs dans l'un des plus grands centres commerciaux d'Europe. Le chantier ne sera en réalité terminé qu'en 2018, avec la fin des travaux de la gare et la livraison du Jardin des Halles. Et m'a rejoint pour en parler Laurent Alberti, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte de métier et chef architecte du patrimoine, c'est encore plus intéressant pour nous ce soir, et chef du département d'histoire de l'architecture de Paris. Chef du département d'histoire et d'archéologie. Et d'archéologie de Paris, toujours de Paris, ça c'est bon. On reste à Paris. Alors a été inauguré, donc on l'a entendu, le nouveau Forum des Halles qui a perdu son nom, puisqu'on ne parle plus de forum ni de halles, c'est ça? C'est-à-dire que de ce que l'on voit, on livre un toit qui a été baptisé canopée par les architectes qui en sont les auteurs, et donc on parle de la canopée maintenant, puisque c'est le chantier qui est livré aujourd'hui. Alors ce toit, il a fait parler de lui, plutôt en bien. En revanche, le Forum des Halles qui précédait a lui été beaucoup critiqué, mais j'aimerais qu'on monte encore un peu plus haut. Et on va commencer par une archive, c'est le principe de l'émission, on va se replonger dans l'histoire, on va replonger en mars 1968. Ça commence à bouger du côté de Nanterre, mais ça bouge aussi en plein cœur de Paris, puisqu'on commence à réfléchir à ce que vont devenir les Halles, qui était le grand marché, ce qui viendra à Rungis plus tard, le grand marché au cœur de la capitale. Les actualités françaises dressent un panorama un peu inquiet, un peu inquiétant, un peu nostalgique même, de ce que sont et ce que seront bientôt plus du tout les Halles de Paris. Devant l'église Saint-Eustache, que deviendra le périmètre des Halles? Il ne s'agit pas en effet d'un espace libre, mais seulement d'un espace libéré. Libérés, que deviendront les pavillons des Halles? En effet, l'ensemble des constructions métalliques que l'architecte Baltard édifia à partir de 1851 passe pour l'un des premiers et des plus remarquables exemples de l'architecture du fer. Réservé jusqu'ici au fromage, le sous-sol n'en possède pas moins, lui aussi, du point de vue architectural, certains titres de noblesse. Au bénéfice des parkings et autres édifices souterrains, peut-on bouleverser tout ce sous-sol? C'est dire qu'à 6 mois de la reconversion des Halles, les Parisiens se posent un certain nombre de questions devant le plan du vieux quartier. Alors, ils s'en posent beaucoup, ils vont manifester beaucoup contre la destruction des Halles. Alors, vous m'avez expliqué que dans vos fonctions aujourd'hui, vous décidez, avec d'autres évidemment, de ce qu'on peut conserver ou pas en termes de patrimoine. Est-ce que si aujourd'hui la question se posait de détruire les 12 pavillons Baltard qui faisaient effectivement ce marché, quelle serait la décision aujourd'hui d'une mairie, la mairie de Paris aujourd'hui? Très concrètement, on ne décide pas du tout, par contre on conseille. Alors qu'est-ce que vous conseillez? Et dans le cadre de ce conseil, par rapport à un des jalons de l'architecture du 19e siècle que représentent les Halles de Baltard, il est évident qu'il était souhaitable de conserver ce jalon-là de l'histoire de l'architecture. La question qu'il y a derrière, c'est dans les conditions dans lesquelles, dans les années 60 et au début des années 70, ça a été fait, est-ce qu'on aurait pu ou est-ce qu'ils auraient pu conserver? Je vous dis ça parce que finalement, tout tient à la décision d'implanter l'interconnexion du réseau express régional, le fameux RER, dont la gare d'interconnexion, du moment où on a décidé de l'implanter sous les Halles de Baltard, il fallait bien la construire. Et pour la construire, on a mis à jour jusqu'au banc calcaire pour accrocher la boîte de béton que constituait la gare. Et donc du moment qu'il fallait faire un trou, ce qui était au-dessus, évidemment, ne pouvait plus continuer à exister. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est ce qui, on va dire, la raison technique en tout cas principale, qui explique la démolition de ce joyau de l'architecture du 19e siècle. Alors, il y a peut-être un espace entre détruire, en tout cas démonter et détruire. Parce qu'il y avait un grand débat à l'époque, que doit-on faire de ces pavillons Baltard? Est-ce qu'on ne doit pas les démonter et remonter ailleurs? Parce qu'on les a quand même détruits, mais on n'a pas les images, mais ça fait un peu mal au cœur quand même de voir ce qu'on en a fait. Alors c'est une remarque d'autant plus intéressante que vous faites parce que dans toute question patrimoniale se pose la question de l'objet, mais se pose aussi la question du sens qu'a l'objet dans son contexte. Les Halles de Baltard, non seulement c'est un monument, mais c'était avant tout un système constructif. C'est un système architectural, au-delà d'être un objet architectural. La meilleure preuve, c'est que le principe, c'est tout bête, c'est j'ai des pavillons, des grandes structures très très légères, et je les articule à travers des rues couvertes. Et donc, c'est une architecture qui a un vocabulaire urbain. Cette architecture-là, quand il s'agit à un moment de savoir s'il faut la conserver, rentre en compte la valeur au regard de l'histoire de l'art et de l'architecture, mais également la valeur au regard de son usage.
En gros, elle a été construite par rapport à un certain usage. Et cet usage... On n'aurait pas pu le reconstruire ailleurs, ça n'avait pas de sens. Ça n'a de sens que là. On peut le reconstruire dans une logique de reconversion. On peut toujours réemployer. C'est ce qui sera fait à Nogent-sur-Marne, puisqu'il reste un pavillon. Exactement. Qu'on peut visiter d'ailleurs. Exactement, le pavillon Baltard. Le pavillon Baltard, voilà. Donc on va détruire. On va casser. On va casser, oui. On va casser assez violemment. J'aimerais qu'on regarde la une de l'Obs, qui est notre partenaire et qui, en 1971, prend parti vraiment dans ce débat, puisque l'Obs, on va regarder la une, voilà, qui a vendu les Halles de Paris, une discussion assez politique où on considère que voilà, Paris a vendu son âme au privé, à un centre commercial qui ne dit pas son nom. On est effectivement dans un discours très politique. J'aimerais juste vous citer un extrait du dossier. Il y avait un Paris auquel chacun était attaché et autour duquel aurait pu naître une autre ville, humaine, accueillante, tolérable, sur le plan social et urbanistique. Le moins que l'on puisse dire est que le Paris moderne, le Paris du second XXe siècle a été manqué, minablement raté. Voyez la tour Montparnasse, la tour de la Halle aux Vins, le secteur Italie, le lamentable front de Seine, etc., etc. Est-ce qu'on a détruit Paris ? Non, on n'a pas détruit Paris parce que Paris, le tissu urbain parisien, de manière assez étonnante, a une très grande résilience. Il y a eu des démolitions scandaleuses, il y en aura toujours, dans le sens où à un moment, la question du patrimoine, c'est une question de l'héritage. Et les questions de l'héritage derrière amènent des questions à la fois fonctionnelles mais également économiques. Néanmoins, quand on regarde une ville comme Paris par rapport à une ville comme Berlin ou comme Londres, on se rend compte que la morphologie de Paris a opposé une grande résistance par rapport aux évolutions. Quand vous prenez certains secteurs de faubourgs... C'est ce qu'on reproche parfois à Paris, d'être une ville musée. Une ville qui... C'est paradoxal, on reproche les deux choses, en fait. On peut reprocher les qualités de Paris à Paris, effectivement. Alors justement, on va juste regarder une dernière archive assez rapidement. On est en 1979. Après 7 ans de longs travaux, le Forum des Halles, qu'on vient de détruire, a ouvert ses portes. Et vous allez voir qu'à l'époque, les architectes ont ils ne le défendent pas très bien. Vous allez voir, le Forum des Halles, les mots qu'ils emploient ne sont pas forcément ceux qu'on emploierait aujourd'hui pour défendre un projet d'architecture. Le Forum est la seule réalisation qui n'a jamais été remise en cause depuis sa conception, il y a 10 ans. À l'origine du concours d'architecture en 1973, le Forum était un projet aux limites très précises. Un trou de 4 hectares, 17 mètres de profondeur, avec pour voisin immédiat l'église Saint-Eustache. C'est notre projet qui a été retenu. Il s'appuyait essentiellement sur le concept fort du projet, c'est-à-dire enlever au maximum à l'ensemble son caractère souterrain par la création d'un cratère, un grand cratère central. Oui, à ce propos, il faut dire ceci, il faut bien voir ce projet comme un immense navire immergé, que nous avons complètement éventré, et qui, par le biais de toutes ces verrières, permet d'introduire donc la lumière partout. C'est un gâchis architectural ? La perte des Halles de Baltard, évidemment. Non, ça. C'est l'explication, ou plutôt la résultante, à un moment d'une certaine gouvernance de projet. Il faut savoir que le projet qui a succédé aux Halles s'est étalé sur plus de 10 ans, voire même 15 ans. Et sans véritablement d'avoir d'architecte en chef qui maître du projet. Ou plutôt en 1978, lorsque Chirac, après avoir été élu, Jacques Chirac, à un moment, déclare « l'architecte en chef des Halles, c'est moi ». Donc, on va dire, avec une orientation très politique des choix faits, mais pas, on va dire, d'ossature et de suivi. Il faut savoir qu'il y avait eu au moins 4 concours d'architecture durant ces 10 années. Et donc, cette hétérogénéité des propositions a amené à un moment à ce que certains critiques architecturaux ont appelé une architecture bouche-trou, en parlant du trou des Halles. C'est pas très engageant. En tout cas, on espère qu'on a fait des progrès et qu'on a tiré des leçons du passé récent. Merci beaucoup, Laurent Alberti, d'avoir été mon invité. Et puis l'archive en plus de la semaine, on a beaucoup parlé cette semaine de la mode féminine, pudique, impudique, voilée, dévoilée. Il y a 50 ans, presque jour pour jour, en avril 1966, le débat portait sur les bas. Si hésitants qu'ils soient, les premiers rayons de soleil ont déjà fait sortir la mode nouvelle dans la rue. Cette fois, les genoux vont se montrer partout. Ce qui ne sera pas sans quelques risques, car les jupes courtes ne feront pas bon ménage avec les jartelles qui menacent de frapper de disgrâce une ligne placée sous le signe de la jeunesse et de l'aisance. Le couturier Louis Ferraud a lancé pour sa part l'offensive. Il a présenté dans ses salons du Faubourg Saint-Honoré une formule résolument révolutionnaire. Des bas qui ne font pas de plis, des bas qui tiennent tout seuls. Extensibles à l'extrême, ils peuvent être adaptés à la hauteur voulue, permettant aux jupes de s'arrêter à 5 et même à 15 cm au-dessus du genou.
Cette offensive n'est pas passée inaperçue des familiers de la rue du Faubourg Saint-Honoré, pour lesquels la mode nouvelle n'a vraiment plus de secret. Que les esprits inquiets se rassurent, audacieuse, la mode 66 saura éviter les écueils nés de ses propres audaces. Les beaux jours peuvent venir. Et pour finir, un conseil de lecture, l'histoire du silence du grand historien Alain Corbin chez Albin Michel. Alors le titre est un peu trompeur, il ne s'agit pas vraiment d'une histoire du silence de la Renaissance à nos jours, mais plutôt d'histoire au pluriel de silence, celui du recueillement, celui de l'orgasme même, ou même celui tactique dans une conversation. Ce court essai est un plaisir de lecture, mais en refermant ce livre, on regrettera tout de même un peu l'absence de rupture chronologique claire pour saisir les évolutions sur la longue durée, pour comprendre notamment pourquoi aujourd'hui nous avons si peur du silence. Rendons grâce cependant à Alain Corbin d'avoir une fois encore ouvert la voie à un sujet qui devrait susciter de belles publications dans les années à venir. Et comme chaque semaine, pour terminer ce nouveau numéro de l'Info dans le rétro, je laisse la parole à une speakerine. Celle-ci vient d'Auvergne et de l'année 1968. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Vive la France! Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, vous ont présenté l'Info dans le rétro.